C'est pas vraiment pour me positionner comme un provocateur que je vais dire ce que je vais dire, parce que bien sûr je pourrais nuancer le propos et je vais le faire, mais je suis obligé de commencer de la manière suivante. Les formules d'accompagnement, de formation d'équipes commerciales, même les stratégies les plus élaborées pour les aider à se transformer, ont tendance à être totalement insuffisantes, peut-être même parfois d'une vacuité abyssale, pour une raison fondamentale, c'est qu'elles tuent dans l'œuf l'aspiration naturelle de tout être humain à vouloir passer sur une autre échelle. Je m'explique. Pour comprendre mon propos, il faut s'intéresser à la différence qui existe entre le leadership et le management. Alors, je vais aussi dans cette vidéo m'adresser à vous, les dirigeants. Ceci vous concerne, mais je m'adresse à vous très indirectement parce que là, je parle à vos équipes de vendeurs. Alors, restez avec moi parce que très vite, vous allez comprendre pourquoi ce qui suit vous concerne. La différence entre le leadership et le management. Le management, soyons clairs, ce n'est pas une science. C'est même pas une profession. Ce n'est pas une profession. On a longtemps cru que, regardez, Peter Drucker, un des pères de l'analyse profonde des organisations dans les années 50, disait « le management intuitif, c'est terminé ». Et en fait, c'est faux. On est toujours dans le management intuitif. Le management, c'est plutôt, si on regarde bien, quelque chose qui relève de l'artisanat. C'est peut-être même, comme le dit un autre auteur, qui, dans le droit fil de Peter Drucker, s'est révélé assez critique et qui est assez, je dirais, empêcheur de tourner en rond, courageux, et qui s'appelle Henry Mintzberg, lui dit, et en contradiction avec Peter Drucker, il dit « c'est peut-être même un art, le management ». Mais ce qu'il récuse, c'est la différence, pour lui, totalement artificielle, entre leadership et management. Alors, chers amis et dirigeants, restez bien avec moi, parce que justement, je vais arriver sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'un manager qui n'aurait pas vraiment de leadership serait agréable à vivre? Est-ce que vous pensez qu'un leader, qu'on aurait mis dans la case du leader, pourrait faire un bon manager? Si on les différenciait trop, on risquerait de louper un sujet important. Et oui, parce que le leader, c'est quoi? C'est celui qui a la capacité à porter le changement. Celui qui a la capacité, dans la finesse de l'accompagnement au quotidien, à propager les valeurs de la transformation vers ses proches. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il faudrait donc hybrider les équipes avec d'un côté les leaders, de l'autre les managers. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui, quand on est vraiment dans le cambouis de l'entreprise, ça sonne artificiel. Bien sûr, présenté comme ça, de manière abstraite, c'est très séduisant. On aimerait avoir des leaders dans l'entreprise, et puis, bon, accessoirement, s'ils sont accompagnés de managers, c'est bien, c'est-à-dire de gens qui ont le sens de l'organisation. Mais la réalité de tous les jours, même dans de grandes multinationales, n'est-ce pas, messieurs les décideurs, même dans de grandes multinationales, c'est que les bons managers ont des capacités de leadership. Et les bons leaders ont des capacités de management. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ça, c'est important? Parce que quand on travaille dans les forces commerciales, on est en figure de proue, on est vraiment aux avant-postes du contact avec le client. Et l'on est même capable de faire remonter, évidemment, en haut, la réalité de ce terrain, la réalité de ce cambouis quotidien. D'ailleurs, certains d'entre vous, messieurs les dirigeants, puisque j'en rencontre quand même beaucoup, vous avez tendance à faire du management. Vous avez tendance à vous comporter en leader sur le terrain pour bouger vos équipes. Certains d'entre vous vont jusqu'à s'inquiéter de tel ou tel contrat précis, prennent leur téléphone, appellent le client, etc. Parce que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, totalement habité par le sujet, et ça vous est même parfois reproché. Il y a toute une littérature qui dit que le dirigeant, c'est celui qui a plutôt la capacité à voir très loin, là où le manager va s'occuper de tâches beaucoup plus formalisées, beaucoup plus contextualisées par les particularismes du métier. Alors, vous allez comprendre où je veux en venir. Je reviens à mes forces commerciales. Les forces commerciales, parce qu'on les a en quelque sorte contingentées à un rôle qui est le leur, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des gens qui se concentrent sur la vente, on les a en même temps privés de toute ambition de diriger. Et on les a aussi privés de ce qui fait la substantifique moelle des aspirations, comme je le disais tout à l'heure, de n'importe quel collaborateur qui peut révéler en cours de route avoir un talent. Alors je ne dis pas qu'ils vont tous toucher un plafond de verre, vous avez de très bonnes entreprises qui savent reconnaître le talent. Mais donc, comme je le disais en intro, je pense que c'est ce qui manque à la plupart des formules d'accompagnement, à la plupart des formules qui sont offertes dans le monde de la formation, parce qu'elles sont évidemment, c'est pas de leur faute, elles sont calées sur les attentes de l'entreprise qui voudrait que ceux qui vendent déjà mieux. Mais en fait, il manque un supplément d'âme à la vente si on lui refuse la possibilité d'aspirer à une vision qui est celle de vous, messieurs les dirigeants.
Messieurs les dirigeants, ce qui fait que vous êtes de grands dirigeants, c'est quand votre cerveau fonctionne à l'intérieur d'un cerveau collectif et que vos proches, conseillers, vos équipes capables de voir comme vous à long terme ont l'inspiration, ont la connaissance du terrain qui est transformée en une vision du monde et qui vous accompagne dans les sujets complexes. Vous ne pouvez pas être toujours tout seul en haut de vos tours d'ivoire. C'est d'ailleurs comme ça que vous faites à un moment donné des erreurs. Et ce que je pense sincèrement, c'est qu'il faut qu'il émerge une sorte de conscience de classe, une sorte de conscience, en tout cas à minima, de la profession, sentiment d'appartenance très fort chez les commerciaux. Le problème dans les associations existantes, c'est qu'elles vous maintiennent un peu la tête sous l'eau dans cet environnement pour essayer de faire reconnaître la profession en tant que telle. Alors que je pense que le vrai secret du succès, c'est certes l'équité des chances au départ et tout le monde dans le même bain se voit outillé intellectuellement pour faire son travail, mais donner la possibilité aussi concrète et pragmatique que possible aux meilleurs d'émerger et de monter en gamme. Heureusement que les très bons y arrivent, mais je suis persuadé qu'il y a une zone de gris, une zone de flou dans l'intermédiaire qui est une sorte de zone intermédiaire entre ce corps de métier et la capacité à arborer des postes de management qui ensuite peuvent donner lieu à des postes de direction, qui est encore une étape au-dessus, le long terme versus l'opérationnel. Eh bien, je pense en fait qu'on tue dans l'œuf des aspirations, des ambitions qui pourraient révéler des personnalités incroyables pour l'entreprise, capables notamment d'arborer tous ces changements dont on nous explique que beaucoup d'entreprises vont se les prendre en pleine figure. Et alors, maintenant que j'ai dit ça, est-ce que je m'arrête à cette forme de bashing et de petites réflexions comme ça, pseudo-intello mondain du management qui vous dit la différence leadership, management, direction? Parce que non, je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a encore un mot que je n'ai pas encore prononcé. Ce mot, ce terme, c'est celui qui va véhiculer la transformation. C'est celui qui permet aux équipes d'embrasser l'ambition réelle de se transformer. Ce mot, c'est l'innovation. Alors, l'innovation est décidée au plus haut niveau, c'est-à-dire la direction. Il ne faut pas se tromper. L'innovation peut venir d'en bas pour ce qui est des idées. Les idées donnent lieu à des inventions, c'est-à-dire on les prototype, et elles deviennent des innovations. Messieurs les dirigeants, vous le savez, quand vous décidez de les mettre sur le marché. Bon. Ce qui pose donc la question, d'où vient l'innovation? Parce qu'on sait bien que c'est vous qui l'a décidé pour ce qui est d'actionner les bonnes idées, les bonnes inventions, une fois qu'on les a explorées, prototypées, proof-testées dans l'entreprise, à un moment donné, vous allez décider de les mettre sur le marché. Vous me suivez? Donc je ne suis pas en train de dire que dans la base de l'entreprise, il n'y a pas de très bonnes idées. C'est que simplement à la base même des corps de métier, il y a rarement la possibilité de décider d'une innovation. Pourtant, les idées viennent. Voyez ? Et là où il y a friction dans les organisations, c'est qu'on peut parfois décider d'innovation. Regardez, c'est ce qu'a fait Nokia. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on aille sur les OS pour contrer l'iPhone. Et de façon artificielle, ils ont mis une énorme pression sur des équipes qui n'étaient pas prêtes. On a essayé de faire entrer des carrés dans des ronds dans des carrés pour essayer d'entrer en concurrence avec l'iPhone. C'était un parfait exemple d'innovation qui était décidée sans qu'il y ait véritablement d'idées et d'inventions concrètement réalisables, à vrai dire. Donc c'est ça qui est quand même fou. Donc ça veut dire que les bonnes organisations les plus agiles aujourd'hui sont celles qui sont capables d'incorporer les inventions et ces inventions, de les mitonner avec les équipes qui sont sur le terrain, qui connaissent le métier, qui ont la passion aussi, qui les anime, de telle sorte que vous, les dirigeants, vous puissiez ensuite prendre la décision de pousser ces innovations. Eh bien moi, je prétends donc que les fonctions commerciales regorgent d'une richesse d'idées et de potentialités d'invention qui ne s'appliquent pas forcément qu'à des produits high-tech, etc. Je parle d'innovation aussi, ne serait-ce que dans la relation client, dans peut-être même les méthodes de management, regorgent donc d'idées pour lesquelles on ne leur a pas suffisamment laissé d'espace, et pour tout dire, on ne leur a pas suffisamment accordé de pouvoir pour qu'elles puissent se sentir donc reconnues et valorisées dans leur propre capacité à véhiculer ces idées. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une notion j'ai envie de dire, de caste sociale qui est littéralement en bout de la plupart du temps, de chaîne alimentaire dans les entreprises. Et oui, parce que ce sont les stratèges qui pensent le commercial qui équilibre les équipes et les commerciaux qui appliquent.
Alors, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est ainsi que va le monde, je vais peut-être pas pouvoir, moi, claquer des doigts là dans une vidéo et puis vous dire ça peut changer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un moyen très pragmatique de donner aux équipes commerciales et de leur rendre surtout cette capacité qui me semble fondamentale pour rendre les entreprises agiles et pour les rapprocher encore plus de leurs clients et les rendre de plus en plus performantes, c'est la possibilité d'être des inventeurs, d'être ceux qui contribuent concrètement à la transformation. Et pour ça, eh bien, messieurs les dirigeants, mesdames les dirigeantes, restez avec nous. Pour ça, il faut pouvoir transformer la manière dont on parle, dont on accompagne, dont on parle aux commerciaux, pour leur accorder la reconnaissance qui leur revient sur le droit à l'invention, donc le droit à l'innovation, puisque l'étape d'après, c'est l'innovation. Pour ça, il faut impérativement les emmener sur ce terrain-là. Alors, qui suis-je, moi, pour vous dire ça? Je suis un gars qui y réfléchit avec d'autres gars depuis des années. On a vraiment beaucoup souffert, c'est-à-dire qu'on s'est demandé, mais comment pourrait-on pas simplement innover dans la vente, parce que c'est un terme qui est souvent mal compris, au sens où nous aurions peut-être dû le formuler de la manière suivante, innover par la vente, c'est-à-dire innover en incorporant le retour, la richesse du retour, du terrain, mais en sortant de ces espèces de pressions normalisatrices qui ne sont issues que du monde des chiffres et des études, parce qu'il y a une sagesse du terrain, ce qu'on appelle d'ailleurs les insights, que l'on a tendance à, pareil, à remettre dans des systèmes de reporting trop carrés, mais les insights, c'est un mot qui a une étymologie allemande, et qui signifie inner wisdom, hein, la sagesse intérieure. Et la sagesse, en fait, qui, en provenance du terrain, n'est pas toujours, selon moi, bien formulée, bien accompagnée, bien encouragée. Donc comment est-ce qu'on peut renouer avec l'agilité qui convient et qui nous permettrait donc d'accélérer la transformation des entreprises qui se plaignent toutes de se prendre toute cette vague, cette tsunami numérique en pleine face, eh bien en réhabilitant la capacité de générer des idées, de les prendre en compte en provenance des équipes commerciales. Et il y a des pistes d'innovation très concrètes, que je souhaite révéler, que mon équipe souhaite révéler. Ça nous brûle vraiment la langue, on a vraiment envie de les partager parce qu'on les a beaucoup travaillés. On a fait nos recherches, on a étudié, on a suivi des entreprises. Et la raison pour laquelle notre travail a quelque chose d'original, c'est qu'on n'a pas voulu écouter ni les dirigeants, ni nous sentir prisonniers de cette distinction artificielle entre leadership et management. Pour nous, les deux convergent et il y a en effet des capacités de leadership et de management, et donc j'entends par là aussi au travers de l'opérationnel de vision, d'aspiration à voir grand dans des équipes que l'on a tendance à négliger. Mesdames et messieurs les dirigeants, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour apprendre ou réapprendre à innover par la vente, par le truchement des équipes commerciales. Mais ce n'est pas vous qui allez le décider. Ce n'est pas vous qu'il faut encourager. Ce sont vos commerciaux. Salut les commerciaux, c'est à vous que je m'adresse. Les dirigeants, ils sont là. Vous, les commerciaux, je m'adresse à vous. Les directions commerciales, mais aussi les commerciaux du terrain. Je suis intimement persuadé que pour beaucoup d'entre vous, cette espèce d'énergie gigantesque que vous renvoie en permanence le marché, c'est une énergie qui est sous-exploitée. On vous demande de faire du chiffre, très bien, il faut bien que l'entreprise se développe, c'est quand même la base, ça fait partie de son objet social, c'est le job. Mais à côté de ça, je pense que l'on sous-exploite vos visions. Ça doit changer, ça peut changer, c'est pour ça que nous souhaitons faire émerger un véritable mouvement, une sorte de conscientisation de classe, littéralement, parce que nous pensons que vous pouvez changer la donne. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Sales Innovation Leaders. Ce sont des ateliers dans lesquels nous vous invitons à nous rejoindre, vous, les praticiens, vous qui êtes dans le métier, et nous sommes en mesure de tenir une promesse envers vous, mais aussi envers vous les dirigeants, parce qu'on ne va pas abuser de leur temps, on ne va pas abuser de votre temps, on va vous démontrer concrètement qu'il y a moyen de propager la transformation par vous, pour vous.